Vous êtes bien sur le plateau de Smartech, c'est la deuxième partie qui démarre de votre émission sur le numérique et les nouvelles technologies. C'est l'heure en particulier de notre rendez-vous avec la diversité. On voit ici comment faire bouger les lignes et c'est un rendez-vous qui est aujourd'hui assuré par Mounira Hamdi, présidente et cofondatrice de Diversidays, qui n'est pas venue seule pour ce grand rendez-vous. Elle est accompagnée aujourd'hui de Nicolas Cellier, cofondateur de Ring Capital. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. On a aussi le plaisir d'avoir gardé avec nous Sandrine Zerbib, auteure de Dragon Tactics, paru aux éditions Duno, dont nous avons discuté juste avant assez longuement. Donc on a un peu le temps un peu raccourci ensemble, mais on va y arriver, j'en suis persuadée. Mounira, vous vouliez nous partager en l'occurrence les résultats d'une étude sur les startups, la diversité et l'inclusion. Exactement. Et je voulais aussi, avant tout, parler aussi de Take Your Place, qui est le mouvement lancé par Diversidays et la Fondation Mosaïque il y a bientôt 2 ans maintenant. Oui. Et l'objectif, c'était de montrer un petit peu comment les chiffres de l'étude s'inscrivent aussi dans le travail mené à travers ce mouvement-là. Donc, si vous me permettez cette petite parenthèse, justement, l'objectif, c'était aussi de montrer la genèse de ce mouvement qui a été créé justement pour répondre à des besoins en termes de diversification de talents au sein des startups, mais également d'inclure de nouveaux acteurs, notamment les VC. Donc, on en parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais on s'est véritablement rendu compte qu'aujourd'hui, à travers différents constats, notamment liés à l'étude, qu'on a cette problématique justement de représentation au sein des startups. On a bien sûr déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a près de 40% aujourd'hui des salariés de start-up qui ont déclaré avoir été victimes ou témoins d'une discrimination au sein de leur structure. Au-delà de ça, on se rend compte qu'en fait, il y a quand même une perception positive des start-up de la part des salariés français. Quand vous dites 40%, oui. Est-ce que c'est un chiffre plus élevé que dans d'autres secteurs? Parce que là, on parle des start-up. Alors, on parle des start-up. Je me permets justement de donner quelque chose de plus positif, puisque quand on avait fait l'étude l'année dernière concernant les salariés français, c'est pour ça que je reprenais le côté plus global, c'était 1 salarié sur 2. Donc en start-up, on a légèrement moins, entre guillemets, de personnes qui se disent victimes ou témoins. Mais la problématique existe réellement. Et au-delà de ces problématiques de discrimination, il y a aussi une véritable problématique de représentation. Donc ce n'est pas moi qui vais vous donner le visage aujourd'hui de la tech française, mais on a véritablement un manque. Vous regardez Smartech, vous en avez un aperçu. C'est effectivement parfois un peu monotone, on va dire. Légèrement, pas beaucoup. Smartech jamais, mais peut-être l'écosystème. Mais on fait des efforts, regardez le plateau d'aujourd'hui, c'est parfait. Oui, c'est très sympa et justement c'est ce qu'on envisage d'améliorer avec ce mouvement. L'objectif c'est de pouvoir accompagner donc à la fois les startups mais également les VC vers un recrutement et des pratiques managériales plus inclusives. Donc pour revenir justement sur ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'il y a l'étude qui nous donne un peu le portrait aujourd'hui de ce qui se passe dans les startups. Exactement. Et ensuite des recommandations. Alors oui, il y a ces recommandations-là. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir indiquer qu'il y a énormément d'initiatives, il y a énormément d'outils qui existent déjà pour pouvoir accompagner les startups qui n'ont pas encore intégré une démarche ou en tout cas un chantier de diversité et d'inclusion. Elles sont nombreuses à ne pas en avoir mis en place. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur mettre en scène tout un tas de recommandations, notamment pour accompagner les managers de proximité, pour partir du principe que le sponsor doit partir de la direction vers les collaborateurs pour indiquer qu'il y a une véritable ambition à mener une roadmap diversité-inclusion, que la diversité et l'inclusion, c'est plein de volets différents. Il s'agit de l'handicap, du multiculturalisme, de l'âge aussi, mais ça peut être également l'inclusion des personnes handicapées. Donc ça, c'est en situation de handicap, pardon. Donc il y a énormément de sensibilisation à mener en interne. Et justement, cette étude, elle est vraiment là pour redessiner un petit peu tous les points les plus importants. Je reviens quand même sur des chiffres qui sont nécessaires, notamment dans le cadre de cette première étude, puisque c'est la première du genre pour Diversidays et notamment pour le mouvement Take Your Place. Donc pour nous, aujourd'hui, c'était de se dire, il y a une perception positive de la part des salariés français autour de l'écosystème start-up, mais ils ne sont pas enclins à recommander à leurs proches le fait de rejoindre une structure comme celle des start-up ou des scale-up, parce qu'ils en ont une perception
pas si positive que ça finalement. Et on essaye d'améliorer cette perception en indiquant que ces startups sont accessibles à un maximum de personnes et notamment en essayant de montrer des visages très très différents de la tech. Donc, vous dites seulement 20% des Français ont envisagé de postuler dans une startup. Exactement. Donc postuler et même recommander parce que ça va vraiment dans la démarche. Après, c'est pas juste peut-être pour des freins liés aux questions de diversité, c'est peut-être pour des... Bien sûr, il y a tout un tas économiques. Non, on ne veut pas tout remettre sur le dos des startups. On est d'accord. Il y a l'environnement, il y a la sécurité, il y a aussi le fait de trouver une certaine stabilité aussi au sein d'une structure. Donc il y a énormément de freins, bien sûr, dans le cadre de ce choix professionnel. Mais mis bout à bout, ces différents chiffres et surtout ces différents constats nous amènent à nous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à mener pour justement accompagner davantage les startups pour diffuser et capitaliser sur des bonnes pratiques en lien avec la diversité et l'inclusion. Comprendre un petit peu mieux aussi là où on en est, parce qu'aujourd'hui, quand on met en place des outils comme Mixity notamment, ça nous aide à avoir une empreinte sur là où on se situe par rapport aux différents volets de l'handicap, de l'inclusion LGBTQ+. Il y a aussi une roadmap sur comment on se situe par rapport à la parité. Donc, tous ces outils et toutes ces approches sont vraiment là pour améliorer l'existant au sein de la start-up et avoir une empreinte aussi à N+1 pour mesurer cette évolution finalement. Take Your Place, on a 12 fonds qui sont rentrés dans ce mouvement, c'est ça ? Alors, c'est exactement ça. Dont Ring Capital. Dont Ring Capital. C'est la très grande surprise, justement, de cette rentrée, puisque, comme je vous le disais, il y a 2 ans, on a travaillé sans relâche pour essayer de favoriser et faciliter les méthodes de recrutement plus inclusifs. Aujourd'hui, cette boîte à outils, elle est comment dire, très diverse. On a à la fois des formations, on a à la fois des workshops, on a des job dating pour améliorer justement le fait de pouvoir sourcer des talents plus diversifiés. On a également des rencontres avec des experts sur des thématiques bien spécifiques, qu'il s'agisse de la discrimination, par exemple, homme-femme, ou de la discrimination multiculturelle. Donc, il y a énormément d'accompagnement qui est proposé à travers ce mouvement-là. Il était jusqu'à présent proposé aux startups et on s'est très vite rendu compte que pour faire adhérer davantage de membres à ce mouvement-là, on avait besoin de l'appui des VC et c'est conjointement que cette deuxième approche a été menée, puisque véritablement sans la volonté de certains acteurs, notamment comme Nicolas. C'est pas parce que c'est mon chouchou, mais c'est vraiment un acteur qui a été volontaire dans l'idée de faire avancer les choses dans le secteur et notamment dans le secteur de la tech. Donc c'est pourquoi aujourd'hui c'était important que Nicolas puisse prendre la parole puisqu'il a mené ce débat. J'ai dit cofondateur de Ring Capital, mais ce qui va nous intéresser en particulier, c'est Ring Mission. Oui. Donc, que vous avez lancé l'année dernière, où là, vous vous concentrez, c'est un fonds qui est concentré sur les startups à impact. Alors, l'ensemble de Ring est concentré sur les startups à impact. Ring, on finance on accompagne des entrepreneurs qui développent des solutions qui répondent aux... Ah d'accord, je pensais que c'était que vous aviez une spin-off avec Mission. Mais Mission est la partie philanthropique. On a les parties investissement impact qui investit dans des startups, des scale-up à impact. Et en parallèle, on fait la même chose, mais là en pro bono, pour des jeunes associations. En fait, les associations, elles n'ont pas la chance qu'ont des startups d'avoir facilement une source de financement et l'accompagnement qui va avec, alors que les besoins de financement et d'accompagnement sont souvent beaucoup plus criants dans les associations. Et on n'a pas ce phénomène de jeunes associations innovantes qui ont une forte croissance et qui viennent rivaliser les grandes et secouer un peu le secteur comme les startups le font. Donc c'est à ça que Ring Mission est dédié. Et qu'est-ce que ça a eu pour conséquence alors, là, depuis à peu près 1 an, c'est ça, hein, le lancement de Ring Mission? Qu'est-ce que ça a changé au sein du fonds? C'est une porosité, j'imagine, entre les deux activités. Oui, alors il y a une porosité assez forte. On a même investi via le fonds d'impact dans une société qui s'appelle Each One, qui identifie le potentiel de réfugiés aux nouveaux arrivants, les forme et les fait recruter. C'est une société qui, à l'origine, était une association qui s'occupait des réfugiés syriens. Et devant leur croissance et leur impact, elle s'est transformée en société pour pouvoir grandir plus facilement. Donc, ça reste l'exception. Il y a une porosité. Il y a aussi une responsabilité assez évidente. Nous, ce qu'on est censé savoir faire en tant qu'investisseur de capital risque, c'est identifier des structures innovantes à fort potentiel, les financer et les accompagner. Ben, quand on fait ça pour des startups, changer un tout petit peu l'axe de symétrie
et faire ça pour des jeunes associations qui en ont encore vraiment besoin, c'est pas un effort colossal, c'est pas un changement d'expertise, c'est un peu d'investissement et un peu de temps de chacun. Et d'ailleurs, dans l'équipe, ça crée en même temps une dynamique d'équipe. Les investisseurs, chaque investisseur de l'équipe peut être investisseur référent, enfin pro bono d'une association, et ils sont enthousiastes, vachement engagés dans le soutien des associations qui créent une dynamique. Et quelle est la taille du fonds qui est dédié à cette activité? Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 100 000 euros par an qu'on dédie à l'accompagnement de sociétés. On a accompagné 4 associations. Et en fait, c'est 5% du chiffre d'affaires du fonds. Donc, en gros, un fonds, ça gère, quand le chiffre d'affaires d'un fonds, c'est 2% des montants qu'il gère. Ouais. Donc, prendre 5% de ces 2% qu'on investit, Donc, on investit sans TRI, mais Et plutôt sur quel type d'initiative? Qu'est-ce que vous regardez? Alors, on regarde des sociétés qui sont jeunes, des associations jeunes à gros potentiel et innovantes. Sur le papier, on a beaucoup de l'inclusion sociale et de l'environnemental. Aujourd'hui, on supporte 2 associations qui utilisent les outils numériques pour aider les gens de la rue. C'est Entourage et Solinum. Aider les relations entre riverains et les gens de la rue, ou aider à cartographier les besoins, à cartographier des services pour les gens de la rue. On a une association qui apprend le code en centrale de détention pour des prisonniers, pour aider à leur réinsertion à la sortie de prison. Et une société qui... et j'en oublie une, ils vont pas être contents. Il y a Take Your Place. Ouais. Il y a Take Your Place, Benillo, voilà, et Connexio, bien sûr. Merci, merci Mounira. Super, qui était Connexio, qui est fondée par une chinoise qui est arrivée en France il y a 6 ans et qui accompagne en formant les personnes qui sont éloignées du numérique pour des raisons de fracture sociale. Ils ont aussi des étudiants, des gens sans emploi. Ils ont même des Connexion, vous connaissez? Je fais les connexions en même temps. C'est une association formidable. Il y a des engagements qui sont pris aujourd'hui par les investisseurs quand ils se mobilisent avec Take Your Place? Oui, une centaine. Non, une dizaine d'engagements. Justement, c'était important de pouvoir mettre de réelles actions derrière cet événement qui a été fait au sein de Bercy au mois d'octobre pour annoncer leur arrivée au sein du mouvement. Je laisse Nicolas justement les aborder, ces 10 engagements-là. On va peut-être pas dresser les 10, non, mais les plus importants. Oui. Ce qui vous semble pour vous le plus important. Ouais, le principe, et peut-être le plus difficile. Le principe, dans ce qui est le plus important, c'est l'évidence du besoin de recruter des talents divers pour des startups de la tech, et l'évidence pour des gens qui ont des talents qui n'ont pas accès ou qui ne pensent pas avoir accès à la tech parce qu'ils sont trop âgés. Je crois que le premier facteur d'exclusion, c'est l'âge. Parce qu'ils sont dans des quartiers ou dans des cultures où ils pensent que la tech, que les startups, c'est un monde inaccessible. Ouais. Donc, il y a une évidence. Après, c'est vrai, c'est souvent une question de connexion et de formation et de trouver des liens. Et nous, en tant que fonds, on a moins de salariés, on a des petites équipes, en fait, mais on a une responsabilité et on a la capacité d'agir en tant qu'actionnaire en disant aux startups dans lesquelles on investit, écoutez, nous, on investit chez vous. Bien sûr, il faudra vous ayez quelques conditions, il faudra faire du reporting financier, il va falloir nous rendre des comptes régulièrement et nous impliquer dans la stratégie. Mais dans les demandes qu'on vous fait, si on voulait qu'on investisse chez vous, il y a aussi s'engager sur la réalisation d'une politique diversité-inclusion, sur reporter régulièrement, spécifiquement sur ces sujets-là aux actionnaires et sur mesurer Finalement, vous transférez vos engagements sur les boîtes dans lesquelles vous investissez. C'est les Exactement. deux. Le travail. Non, je sauve un peu Nicolas une deuxième fois, mais c'est sur les deux. C'est à la fois dans les équipes justement des fonds, mais également dans les équipes des startups de leur portefeuille. C'est ma question. Dans les équipes des fonds, est-ce que vous appliquez ces mêmes règles? Oui. Donc, on est modestie. Non, bien sûr, on ne serait pas crédible si on n'essayait pas de les appliquer. On a pas mal. Alors, après, on a pas mal de programmes qu'on met en place. Nous, chez Ring, on a une jeune femme qui est associée de Ring, qui a mis un programme de leadership féminin pour les dirigeants des sociétés du portefeuille, mais aussi pour les managers, pour qu'elles se voient, pour des programmes de mentoring, de partage et de progression. On a, nous aussi, une partie de notre... On a installé le fait que la moitié de notre prime de rémunération soit indexée à la performance
des indicateurs extra-financiers d'impact des sociétés du portefeuille. Et nous aussi, c'est pas facile. J'imagine c'est pas facile, mais on n'a plus le temps. Merci beaucoup. On a bien entendu que vous aussi, vous vous engagiez. Merci encore Nicolas Sellier, donc cofondateur de Ring Capital. Merci beaucoup Mounira de venir régulièrement dans Smart Tech pour nous parler de diversité. On part là-bas pour une petite pause, une petite parenthèse dans nos métavers.